Salut tout le monde, c'est à nouveau ce moment de l'année. Les poils sont dressés, les bonbons sont mangés, les Simpsons Horror Show sont enfilés, les nanas horrifiques sont honteusement lancées. Alors mettons-nous dans une ambiance d'horreur, que diable. Vous savez ce que c'est l'horreur? La pure, la vraie je veux dire. C'est de devoir remplacer 2 ordinateurs en l'espace d'1 an à plein tarif. Mais bon, après cette effrayante convalescence temporaire, me revoilà tout frais pour inaugurer cette nouvelle saison halloweeneuse. Et pour ce faire, on va évoquer un sujet que tout le monde a déjà évoqué, parce que c'est une spécialité bien de chez nous, dans cette région spécifique de la France. Vous l'avez reconnu avec mon accent. Paraît qu'il s'entend à ce point. Bref, l'autre jour, je discutais avec des amis à propos du Chapeauté 2, parce que j'y pensais encore pas mal. Quelques mois après vous en avoir dit le plus grand bien dans une de mes vidéos, je me disais qu'en fait, j'ai l'impression qu'il se bonifie tellement avec le temps. Je ne lui trouve vraiment pas de gros défauts particuliers, et je prends un pied monstrueux devant. Alors j'ai décidé de le revoir sur un coup de tête il y a peu, et mes soupçons se sont vus avérés. Je n'ai vraiment pas grand chose à reprocher à ce film. C'est beau, c'est trépidant, c'est fandard, mais surtout, c'est étonnamment profond. Le nombre de niveaux d'épaisseur et de détails parcourant le script derrière l'apparente simplicité ainsi que la mise en scène générale, c'est assez ahurissant. C'est d'une richesse telle qu'on n'en retrouve pas si souvent dans les films d'animation à gros budget du 21e siècle. Et j'estime qu'il devrait être autant célébré pour ce qu'il apporte que les 2 Spider-Verse par exemple. Rétrospectivement, si je devais refaire mon top de l'année 2022, il serait assez haut dans la liste. Probablement en 4ème position. Et en 2e film d'animation préféré, derrière le petit Nicolas. C'est ce que j'adore avec les tops, c'est très vite obsolète. Reste que je suis toujours surpris d'à quel point le film est aussi bon et aussi populaire. C'est la suite d'un film médiocre qui sort 11 ans après, et une bonne partie de ce temps a été passé dans l'enfer du développement. Autant le dire, avoir ce film tel quel aujourd'hui tient du miracle. Ça en fait en tout cas un DreamWorks qui n'a rien à envier aux plus grands chefs-d'œuvre du studio, tel Shrek 2, Le Prince d'Égypte, et si vous comptez les Hardman, Chicken Run, mon préféré de tous. Quel rapport avec Halloween? Mais que de gens pressés, je vous jure, mais vous devriez comprendre pourquoi mes vidéos durent 20 minutes en moyenne à force. Bref, un autre truc génial avec le Chapeauté 2, c'est les méchants / antagonistes. On adore les méchants / antagonistes dans cette maison, et le film en délivre 3 particulièrement efficaces, chacun dans sa catégorie. Ou 6 si vous voulez chipoter. Boucle d'Or et sa famille d'ours, qui fonctionnent dans le genre vilain qu'on prend en empathie par le biais de ce qui les anime. Jack Horner, énorme pied de nez aux anti-vilains au passé tragique et qui demande à être compris, parce que c'est un énorme et jouissif enfoiré qui s'assume. Oserais-je dire même le méchant le plus hilarant, tout DreamWorks confondu. Désolé Marine la bonne fée. Et en dernier, mais pas des moindres, celui que tout le monde a retenu en particulier pour des raisons assez faciles à comprendre, le loup. Ce foutu loup aux trousses du Chapeauté qui veut sa peau personnellement. Je veux dire, qu'est-ce que je peux dire à son sujet? Bah de toute évidence, si je fais une vidéo qui lui est dédiée, c'est que j'en ai des choses à dire à son sujet. Mais bon, dans le domaine, il a marqué plus d'un esprit, et a clairement retourné les cartes quant à ce que ce film est. Imaginez seulement l'effet de sa première apparition en plein milieu du premier acte du film. Hahaha, qu'il est marrant ce chat, ah, qu'est-ce que je m'éclate. Waouh, qu'est-ce qu'il est canon! Dans le genre méchant / antagoniste que personne n'a vu venir, pas même le personnage principal, ce loup se pose clairement là. Assez immédiatement, les gens l'ont considéré comme un adversaire étonnamment intimidant pour ce genre de production. Et oui, clairement, il ne cherche pas à ménager ceux qui le croisent. Il y a tant de raisons pour lesquelles il est vu comme sacrément flippant, tant pour la façon dont il est écrit, incarné et mis en scène, que pour ce qu'il représente. Ce sur quoi on va évidemment revenir dans la terrifiante zone spoiler. On est en octobre, tout doit être effrayant. Mais d'abord, revenons un peu sur sa première apparition et sur le contexte général. Pour rappel, l'histoire du film concerne un Chapeauté au sommet de sa gloire, mais qui a épuisé 8 de ses 9 vies dans le processus. On lui préconise la retraite, ce envers quoi il est réticent, jusqu'à ce qu'une certaine rencontre lui fasse changer d'avis, car ça lui fait réaliser à quel point il est vulnérable. Et cette rencontre, c'est avec un loup imposant qu'il a su mettre un chasseur de primes et qui veut clairement sa peau. Le vif sur la vie de recherche, c'est une option qui ne l'intéresse pas.
Et c'est déjà quelque chose qui en dit long sur sa personnalité. Ce ne sera probablement pas le premier type à vouloir voir le chat Poté mourir. Mais c'est un type qui se donne clairement les moyens pour et agit comme un adversaire digne de ce nom. Car plus encore que battre le chat sans aucun effort et remettre directement en question sa réputation, le bougre veut que le chat se batte. Il veut qu'il lui résiste, alors que quand on voit ce dont il est capable, on se doute qu'il pourrait zigouiller Poté sans la moindre résistance lorsque celui-ci est à terre. Le loup est vif, anticipe facilement les mouvements du chat, et jamais ce dernier ne parvient à le toucher directement. Et pourtant, il veut qu'il se batte. D'ailleurs, si Poté ne parvient pas à le toucher, en revanche, le sens inverse se produit. Poté, qui jusqu'ici jubilait de sa réputation de héros infaillible et se vantait même dans sa chanson introductive de ne jamais avoir été touché par une épée, eh bien là, il découvre l'expérience. Bon, il se fait toucher par une faucille à la place, mais l'idée reste la même. Et c'est ce qui fait comprendre à Poté à quel point il peut être réellement vulnérable. Lui qui passait son temps à dire qu'il rit au nez de la mort, il la rencontre alors qu'elle est plus proche de lui que jamais. Et ce, alors même qu'il est déjà mort 8 fois. Mais 8 fois dû à sa propre connerie plutôt que l'action directe d'un ennemi. C'est le clair déclencheur de ce qui va animer Poté tout le reste du film. La peur de la mort. Peur qui de l'autre côté envoûte son ennemi canidé. J'adore la gestion de la scène introductive de ce personnage, qui donne déjà beaucoup de cartes en main, tout en restant suffisamment ambigu pour une éventuelle analogie. Le personnage surgit des ombres, de nulle part disons-le, et même s'il en impose déjà, plutôt que de démontrer immédiatement à quel point il est intimidant, il joue avec Poté, se faisant passer pour une sorte de fan qui le suit depuis longtemps, jusqu'à révéler pourquoi il le suit depuis longtemps. Il y a une vibe assez Rango dans cette scène, excellent film aussi, regardez-le ou re-regardez-le, c'est un ordre. Et un malaise qui ne déstabilise pas l'équilibre. Ce personnage est très expressif, se moque clairement de Poté, mais il montre très vite qu'il n'est pas là pour rigoler. Aussi contradictoire que ça puisse paraître. Son arrivée se fait sous l'extinction d'un feu de bougie, miroitant le symbole d'une vie perdue. Direct là pour indiquer qu'il est là pour sonner le glas pour le chat. Et lorsque Poté se remet à fanfaronner face à ce qu'il assume vite être un chasseur de primes, le loup laisse glisser des détails qui n'impressionnent pas Poté, jusqu'aux preuves concrètes. Il y a un très bon équilibre entre humour légèrement grinçant par le biais de la personnalité de ce personnage, et juste horreur pure et nature sérieuse de l'affrontement. Les petits détails de layout et de caméra pour amplifier la menace sont une bonne touche. Mais c'est bien au moment où Poté se fait toucher pour la première fois qu'on comprend concrètement à qui et à quoi on a affaire. Un personnage qui veut inspirer la crainte, mais qui ne veut pas que les choses soient trop faciles pour lui. Comme je le disais, il pourrait juste buter le chat au lieu de le pousser à continuer à se battre. Ce dernier prend la fuite par les latrines, et c'est un détail, mais j'apprécie que l'idée même ne soit pas tournée au ridicule. Ce n'est pas glamour, mais c'est le cadet des soucis de Poté quand une entité capable de le tuer sans broncher est à ses trousses, donc le moment est tout de même traité avec le sérieux que ça mérite. C'est Poté au plus bas et désespéré, mais ça ne fait pas l'objet d'une moquerie grasse. En somme, la scène d'introduction de ce personnage donne le ton. Le design du loup est déjà parfait, disons-le, collant parfaitement avec son aura effrayante, particulièrement les yeux rouges. C'est mon faible, les yeux rouges. Mais l'équipe en charge du film a bien compris que ce n'est pas tout d'avoir un design qui claque. Il faut lui rendre justice. Et clairement, dans la façon dont ce loup est écrit et animé, la justice a reçu un traitement de luxe. Ça ne veut rien dire. Juste ce mélange parfait entre un méchant qui prend plaisir à asseoir sa domination sur son adversaire et un chasseur dénué de toute émotion quand il est après sa proie, qui prend la poudre d'escampette en dernier recours, quitte à abandonner l'épée que le loup lui tend pour continuer à se battre. Là, c'est le signe, Poté n'a plus envie de se battre, et certainement pas contre celui qui lui a fait pleinement prendre conscience de sa mortalité après l'avoir nié pendant si longtemps. Et bien entendu, ça ne s'arrête pas là, car ce mystérieux individu se remet à poursuivre le chat Poté lorsque celui-ci se met en tête de regagner ses vies perdues à l'aide de l'unique vœu accordé par l'étoile des vœux. Enfin, l'étoile du vœu du coup. Après plus de 20 minutes à disparaître de l'écran, il revient en force et réapparaît brièvement quelques fois avant de retrouver une scène bien dialoguée. Du coup, on peut presque se dire que ce sont des hallucinations de Poté, car c'est bizarre pour un personnage censé être à ses trousses de réapparaître de manière aussi sporadique, ici et maintenant. Alors que s'il peut le retrouver aussi facilement, il aurait très bien pu en finir avec lui dans le lieu où il se réfugiait. De plus, encore une fois, il ne s'embarrasse pas à le chasser et à le tuer. C'est comme s'il apparaissait juste pour le provoquer. Et là, on le retrouverait subitement près de l'usine de Jack Horner et plus saugrenu encore en plein dans la forêt sombre. Le moment où on redevient sûr que sa présence est tangible, c'est pourtant au sein d'une part de cette forêt telle que remodelée par Poté, dans la caverne des âmes perdues lorsqu'il confronte ses vies précédentes. Il n'en a clairement rien à secouer du MacGuffin du film qui motive tous les autres personnages. Il est juste là pour hanter notre matou. Et c'est comme si Poté ne pouvait pas le lâcher quoi qu'il advienne. Et
du coup là je passe en mode spoiler, donc allez me voir ce foutu film si ce n'est pas déjà fait déjà. Mais du coup, une chose à laquelle nous ne pourrons jamais échapper malgré tous nos efforts désespérés pour la fuir. Ça ne vous rappelle rien? Les impôts? Oui, ça marche aussi, oui. Enfin, sauf si vous êtes un évadé fiscal, bien sûr. Purée, il y a des évadés fiscaux qui regardent mes vidéos? Non, c'est autre chose. Une chose crainte de beaucoup. Oui, je sais que les impôts, ça marche aussi, arrêtez! Bon, je laisse le film le dire à ma place. Ce n'est pas vraiment un chasseur de primes. Tu es la mort. Moi je le trouve toujours canon, moi. Eh oui, ce sémillant personnage n'est autre que l'incarnation made in Shrek de la grande faucheuse elle-même. Et quelle manière de retourner les cartes, en plus de justifier plusieurs choses autour de ce loup. C'est le genre de twist qui surprend parce qu'il est finalement plausible et peu masqué depuis le début, mais qu'il est pour autant presque incroyable. Comme Poté lui-même, on n'envisage pas forcément de voir la mort directement à ses trousses, du moins la mort, la vraie, pas juste une analogie de la mort. Pourtant, c'était là depuis le début, les détails autour de ce qu'il représente sont disséminés, et pourtant ils sont évidents rétrospectivement. Le fait qu'ils disent que personne ne lui a échappé, quand bien même tout le monde pense éventuellement qu'il le peut, bah ouais, faites le calcul. Il y a des allusions au dieu Anubis dans son design et sa gestuelle. Dieu des morts et des ténèbres. Il y a une référence directe à Charon, le passeur qui fait traverser la rivière Styx aux morts contre des pièces d'or, ce qu'on met sur les yeux du défunt pour qu'il puisse payer. Les connaisseurs auront vite fait l'allusion, mais probablement plus pour dresser la symbolique avec le fait que ce personnage soit là pour faire la peau à Poté, sans pour autant penser directement qu'il s'agit de la mort elle-même. Le film troll même un peu le spectateur en jouant avec l'identité du personnage lorsque Poté assume qui il est la première fois qu'ils se rencontrent. D'autant qu'on pourrait se dire, pourquoi la grande faucheuse poursuit directement Poté alors qu'il n'a pas encore épuisé toutes ses vies, au lieu de faire son travail dans les règles comme le soulignent bien des représentations fictives avant ce loup. Et la révélation en elle-même n'explique pas forcément tous les agissements du personnage jusqu'ici. Et c'est là le coup de génie du film, car en développant tout ça, ça rattache le personnage aux thématiques du film avec une certaine élégance et ingéniosité. Le film anticipe l'interrogation du spectateur par le biais de Poté qui demande au loup pourquoi il est après lui, alors qu'il est toujours en vie. Ce à quoi il rétorque qu'il en veut personnellement à Poté pour gâcher ses vies comme s'il n'estimait aucune d'entre elles et trouver la mort stupidement 8 fois. Mais au bout du compte, ça n'explique pas forcément tout ça. Est-ce vraiment la seule raison ? Pas exactement. Le loup fait directement écho aux paroles de Poté en lui renvoyant à la gueule que d'habitude il rit au nez de la mort. Et juste avant ça, il insiste sur le fait que Poté ne l'avait jamais remarqué, quand bien même il était là à chacune de ses fins forcément. Revenons au moment de sa première apparition. Oui, le budget est un peu raide aujourd'hui. On peut remarquer des détails accentuant le griffe personnel du loup envers le chat, lorsque Poté rétorque qu'il rit au nez de la mort notamment. Un détail facilement ratable si on cligne des yeux, le loup qui fait glisser sa griffe sur l'avis de recherche de Poté, comme un signe d'irritation. Et juste après, plus frontal, la façon complètement désabusée dont il dit « C'est ce que j'ai cru entendre ». Ce n'est pas tant le fait que Poté soit mort 8 fois consécutives de façon débile qui l'énerve. C'est clairement le fait qu'il se fout éperdument de lui. Certaines autres incarnations de la faucheuse se voient conférer un aspect un peu plus sympathique parce qu'elles font juste leur travail, que ça plaise aux gens ou pas, et ça les vaut d'être détestées fatalement. En revanche, cette incarnation-là, comme je le disais plus tôt, elle veut qu'on la craigne. Si ce n'est pas assez direct, le loup signale que l'odeur de la peur l'enivre. Il veut qu'on ait peur de lui, et il surprend dans ce sens-là, parce qu'en réalité, il apparaît avant cette scène, caché dans la foule, et aussi lorsque Poté évoque ses morts antérieures, le loup se trouvant sur les coins de chaque cadre, ce à quoi on ne paye pas forcément attention. Comme Poté, on ne remarque pas la mort, jusqu'à ce qu'on finisse par la remarquer de force. Et du coup, c'est aussi pour ça que ce personnage est mis en scène de manière si terrifiante, vraiment représenter cette peur de la mort qui hante le chat, et qui quelque part traverse forcément l'esprit de nombre d'entre nous à un moment ou un autre. Mais du coup, pourquoi la mort elle-même, qui, qu'on le veuille ou non, est une chose naturelle de l'existence, voudrait inspirer la peur envers les personnes qui l'ignorent? Eh bien c'est simple, cette peur de la mort fait réaliser à quel point la vie est précieuse. Le but n'est pas juste de donner des crises de panique à Poté, mais de faire en sorte qu'il estime son existence, ce qu'il n'a pas fait avant l'arc qu'il traverse dans le film. On pourrait croire qu'il profite pourtant à fond entre ses aventures, ses combats et sa gloire, mais cela finit par lui paraître chimérique, des choses superficielles dont il finit éventuellement distant par le biais de sa propre légende, n'invoquant personne de proche dans sa vie. Et c'est là l'astuce. Ne pas prendre en considération sa propre fin et celle de sa légende lui fait passer à côté de choses qui finissent par le peser lorsqu'il prend finalement en compte ses paramètres. Car derrière les rideaux, il n'y a plus rien sur quoi se raccrocher, et le caractère vain pèse sur ses épaules.
Ça me fait penser à un passage de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Ah, tu lis des livres? Pour paraphraser, nous sommes, par nature, si futiles que seules les distractions peuvent nous empêcher vraiment de mourir. Tout cela confère au loup un caractère insaisissable. Certains le considèrent purement comme un méchant, d'autres voudraient au contraire le considérer malgré lui comme une sorte de guide, car il conduit Potté à évaluer l'importance d'une vie et à pleinement se battre pour celle qui lui reste, au lieu de juste repartir à zéro et continuer à vivre dans l'ignorance. Pourtant, la mort est bel et bien rancunière dans ce scénario. Elle fait de l'existence de Potté une affaire personnelle au point de trahir son éthique de travail. Pourtant, il faut effectivement reconnaître qu'elle pousse délibérément Potté à lui faire face. Elle veut que Potté l'estime et se batte pour sa vie, plutôt que d'envisager la sortie de secours. Et c'est bien lorsque le chat ose regarder la mort droit dans les yeux avec la détermination de se battre pour sa dernière vie que le loup renonce finalement à son objectif. Il sait pourtant qu'il est infaillible et qu'il sera amené à recroiser Potté un jour ou l'autre. Mais il voit que là, maintenant, Potté réalise sa mortalité, et ça le rend d'autant plus fort et apte à faire le plus possible avec la vie qui lui reste. C'est l'idée générale, on ne peut pas fuir éternellement la mort, mais on peut se battre pour sa vie et pour en profiter au mieux possible. C'est ce qui vaut au bout du compte le respect du loup envers le chat, quand ce dernier voit la situation avec une vraie maturité, d'autant plus après avoir gaspillé ce don des 9 vies que pas tout le monde ne possède. On est appelé à se revoir, tu le sais. Si. Hasta la muerte. Et finalement, on peut savourer pleinement sa vie de la façon qui nous convient quelque part, car chacun a sa définition d'une vie bien remplie après tout. C'est aussi pour ça que j'aime la présence des personnages secondaires et ce qu'ils apportent plus ou moins directement, tout en reliant ça à la thématique des vœux. Boucle d'Or et sa famille d'ours par exemple, dont la finalité est d'estimer que leur vie est très bien comme elle est, et que c'est leur définition d'une bonne vie. Leur cabane, leur esprit de famille, ils ont tout ce qu'il faut. Jack Horner, quant à lui, est un éternel insatisfait qui veut posséder toujours plus, quitte à ce que personne d'autre n'ait rien. Un objectif inatteignable, et c'est finalement sa propre gourmandise qui le piège. Le fait qu'il se soit surchargé d'éléments magiques revenant lui mordre le derrière pour signer sa chute par une formidable ironie du sort. Et un petit détail que j'aime, et dont j'ignore le facteur volontaire, c'est que lors du climax, tous les personnages principaux du film voient la mort physiquement présente, sauf Jack Horner. Alors qu'au bout du compte, Jack est le seul de ses personnages principaux à rencontrer la mort pour de bon. C'est peut-être moi qui surinterprète, mais ça me plaît comme idée, donc je m'y tiens, c'est comme ça. Finalement, cette interprétation de la mort peut coller aux différentes facettes qu'on lui donne, dépendant de comment on l'appréhende. À ce titre, je reviens un peu sur son leitmotiv, ce fameux sifflement qui a fait frissonner plus d'une salle de cinéma. Pourtant, la façon dont on l'encaisse peut dépendre du contexte qu'on donne à la mort. C'est un sifflement qui fait froid dans le dos, qui évoque une sensation de terreur. Et pourtant, c'est aussi apaisant, comme une douce invitation au repos et à la sérénité. Du coup, c'est un thème musical qui colle parfaitement à une incarnation de la mort. Petit clin d'œil à un commentaire YouTube qui résume bien la chose. Pour ceux qui fuient, c'est sinistre, mais pour ceux qui sont prêts, c'est étrangement réconfortant. Et c'est le genre de détail qui n'est pas pensé à l'improviste. Ça confère cette aura spéciale à ce personnage et le rend d'autant plus mémorable tant toutes les pièces s'assemblent avec cohérence et brillance. Donc c'est aussi pour ça que l'inconscient collectif a trouvé ce personnage aussi flippant, et qu'on adore à quel point il est flippant. Non seulement parce que c'est une facette du personnage qui est excellemment écrite et mise en scène, mais aussi parce que ça sert un but. Pour le bien du message du film, il est nécessaire que ce personnage inspire la peur. Je dis pas, il aurait pu être absolument terrifiant sans servir de seconde lecture particulière, et ça aurait été bien aussi. Mais ça autorise une toute nouvelle dimension au tout. C'est la matérialisation parfaite d'un concept, car elle ne se contente pas de la mettre en image en grattant la surface. Elle comprend la psychologie qui l'entoure, et la dépeint avec une superbe combinaison de créativité et d'intelligence. Ce loup est bien parti pour trouver sa place dans le panthéon des méchants/antagonistes légendaires de l'histoire de l'animation, si pas de l'histoire du cinéma tout court. Et vous me connaissez, je ne suis pas du genre à exagérer les choses, quelle idée. En tout cas, la fameuse citation d'Alfred Hitchcock « Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film » aura rarement été aussi vrai. Le loup porte une bonne partie du film sur ses épaules, et pas juste des façons les plus frontales. Les analyses intelligentes de ce personnage et ce qu'il a apporté à Potté continuent de pulluler. Et ce, alors que son temps de présence physique n'excède pas les 7 minutes. Tu parles d'un bon rapport qualité-prix là. La morale de l'histoire, c'est « Si vous êtes un chat, faites pas chier la mort elle-même. Elle pourrait très mal le prendre. » Merci à vous d'avoir regardé cette très flippante vidéo, oui, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao! A centaur drives my chariot that takes me down to
tends to